Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2024 dans la sûreté? C'était une année très intense avec beaucoup d'événements, donc ça sera impossible de couvrir tout ce qui s'est passé. Il y avait même parfois chaque jour des choses qui se passaient, ou même plusieurs modèles qui sont sortis la même journée. C'est vraiment, comme je disais, un domaine qui se développe très rapidement. Et ce qui est important ici, c'est pas être exhaustif, j'aimerais vous donner un peu d'idées sur quelles sont les tendances, les grandes directions de recherche, qu'est-ce qui se passe en général. Bienvenue sur cet événement du Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle. On essaie de créer un impact, de sensibiliser les gens par rapport à la sûreté de l'intelligence artificielle en France et comprendre quels sont les enjeux, les risques de l'intelligence artificielle. En particulier, il y a 3 domaines sur lesquels le centre travaille. D'abord, il y a l'éducation. Et là, il y a souvent des présentations organisées, des cours dans l'école normale supérieure, et je crois qu'il y a quelque part ailleurs aussi, des cours pour les étudiants ici. Il y a le deuxième aspect, recherche technique. En particulier, il y a un benchmark qui a été créé par le Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle pour mesurer certaines propriétés de sûreté des modèles. Et le troisième aspect, la sensibilisation, ça c'est où cet événement vient. Donc l'idée c'est un peu de populariser ces sujets, de faire que les gens connaissent ça mieux et que les gens comprennent mieux quels sont les possibles problèmes et les possibles bénéfices. Mais en tout cas, ce qui est sûr, le monde va changer dans l'avenir. Donc c'est bien de comprendre ça, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et cet événement s'appelle Mercredi IA, donc il y a normalement chaque mercredi. Maintenant on a fait une pause pour les vacances, mais ça va reprendre. Et aujourd'hui, comme j'ai mentionné, je vais parler de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2024 dans la sûreté, avec un peu plus de détails sur les aspects techniques. C'était une année très intense avec beaucoup d'événements, donc ça sera impossible de couvrir tout ce qui s'est passé. Il y avait même parfois chaque jour des choses qui se passaient, ou même plusieurs modèles qui sont sortis la même journée. C'est vraiment, comme je disais, un domaine qui se développe très rapidement. Et ce qui est important ici, c'est pas être exhaustif, j'aimerais vous donner un peu d'idées sur quelles sont les tendances, les grandes directions de recherche, qu'est-ce qui se passe en général. Et après, si vous voulez, on peut entrer dans plus de détails si vous avez des questions à la fin. Ou même si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez même parler directement, c'est pas de problème. Alors, un peu sur les tendances. En termes de matériel, ça c'était un grand sujet pendant l'année dernière. Même il y a des nouveaux data centers qui sont en train d'être construits dans plusieurs pays. C'est vraiment une course pour créer plus de matériel, pour créer plus de possibilités d'entraîner des modèles, parce que ces modèles demandent beaucoup de matériel pour être entraînés, et ils demandent aussi beaucoup d'électricité. Donc ça, c'est une chose dont on parle moins, mais aussi en termes d'électricité, on arrive déjà à atteindre les limites. Parce qu'un data center, souvent, il y a une capacité limitée d'électricité qui peut venir. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des gens qui cherchent à acheter des centrales électriques pour fournir électricité à leurs data centers, pour entraîner des modèles. Donc, on parle des projets à une tellement grande échelle. Et il y a plusieurs producteurs de matériel. Quand je dis matériel, on parle surtout des processeurs graphiques, GPUs. Et bon, ça, c'est OpenAI qui a... J'ai essayé de générer une image avec OpenAI. Je ne sais pas si les visages sont reconnaissables, mais normalement, c'est censé
montrer que les différentes organisations sont en train un peu de se battre, ils sont en compétition pour prendre plus de matériel, plus de GPUs pour entraîner leur modèle. Et il y a Nvidia qui est devant les autres en termes de capacité de calcul, mais il y a aussi d'autres acteurs comme notamment Intel, AMD, Apple, Qualcomm qui cherchent à attraper et qui cherchent aussi à produire du matériel qui sera soit utile pour entraîner des modèles, soit pour les utiliser. Parce qu'il y a ces deux aspects. Pour entraîner un modèle, on a besoin de beaucoup plus de matériel, mais normalement on entraîne le modèle une fois, et quand il est entraîné, on peut l'utiliser. Et pour l'utiliser, on a besoin de moins de matériel, mais chaque utilisation demande de faire tourner ces processeurs graphiques. Et pourquoi ces sujets sont importants pour la sûreté? Une chose, c'est déjà de comprendre que ce qui limite la puissance des modèles actuels, il paraît que c'est l'accès au matériel. Si aujourd'hui on avait accès à plus de matériel, si c'était moins cher, plus abondant, on aurait probablement des modèles plus puissants. Donc, quand il y a une limite comme ça veut dire que la vitesse d'amélioration de ces modèles peut-être va pas être tellement rapide s'il y avait une abondance de matériel. Donc, on parle d'une différence entre fast et slow take-off. Qu'est-ce que ça veut dire? Slow, ça veut dire, souvent on parle des années. Est-ce que ça va prendre des années pour avoir des modèles, dès le moment quand on a des modèles à peu près au niveau humain, pour avoir des modèles qui sont beaucoup supérieurs, qui remplacent les humains, combien de temps ça va prendre? Et si on dit que c'est slow, souvent on parle que ça peut prendre des années, même des décennies. Et si on dit que c'est fast, ça peut prendre des mois, même des semaines. Et pour l'instant, personne ne sait, mais peut-être on est quelque part au milieu. En tout cas, je pense que c'est peu probable que ça va se passer en semaines, parce que exactement à cause de ces limitations de matériel. Et l'autre chose qu'il faut mentionner, il y a une compétition entre Chine et l'Occident qui va accéder au matériel, et surtout beaucoup de restrictions par rapport à l'accès au matériel de Chine. Chine ne peut pas acheter les GPUs qui sont les plus puissants en ce moment. Il y a les Américains qui ont mis certaines restrictions. Une chose à savoir, c'est que les meilleurs GPUs utilisent des technologies qui sont très précises, et la production de ces GPUs dépend surtout de deux entreprises. Il y a ASML qui se trouve aux Pays-Bas, qui produit les machines lithographiques, et l'autre entreprise c'est TSMC qui se trouve au Taïwan. Donc ceux qui ont accès à faire du commerce avec ces deux entreprises pourront accéder aux modèles plus puissants. Et c'est surtout les États-Unis qui cherchent à restreindre l'accès aux Chine, l'accès à ces modèles, l'accès que Chine a à ces modèles. Un grand sujet l'année dernière, c'était les modèles génératifs. C'est ce qu'on avait aussi auparavant, mais il y a eu pas mal d'avancements. En particulier, on parle des longs contextes. Les modèles avant 2024, donc 2023, 2022, souvent ils acceptaient un contexte de quelques milliers de mots. C'est-à-dire que si on donne une longue article qui est composé, je sais pas, ou même un livre d'1 million de mots, ces anciens modèles, ils sont pas capables de travailler sur tous ces données. Ils peuvent se souvenir seulement des derniers quelques milliers de mots, et tout le reste va être un peu perdu. Avec ces longs contextes, ces limites n'existent presque plus. Il y a toujours parfois une baisse de performance, mais on peut déjà utiliser des modèles de langage pour analyser des livres, pour faire des choses comme ça. La multimodalité, ça c'est l'idée que ces grands modèles de langage, ils ne sont pas seulement des langages. Déjà, on peut générer des images, parfois on peut générer
des chansons, des vidéos. On peut aussi donner une image et le modèle peut analyser cette image et nous dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc il y a une convergence où beaucoup de compétences sont concentrées dans ces modèles. C'est plus des modèles de langage, c'est plus des modèles intégrés avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Et pour augmenter la performance, une innovation qui est arrivée à peu près largement en 2024, c'est les chaînes de raisonnement. Là, l'idée, c'est que avant, on attendait que ces modèles, on va passer une question et le modèle va nous donner directement une réponse. Maintenant, on cherche à laisser au modèle plus de temps pour qu'il raisonne. Il peut faire, par exemple, un plan de raisonnement, il peut essayer de réfléchir sur sa réponse et voir s'il a fait des erreurs, etc. Et ça permet d'avoir des modèles qui sont plus puissants, qui peuvent atteindre des compétences plus élevées, surtout dans les domaines de sciences, mathématiques, des modèles où on a besoin vraiment d'une chaîne de raisonnement. Et il y a aussi un processus d'intégration de ces intelligences artificielles. À la base, on va dans le site, on pose des questions, etc. Ça se fait toujours, mais de plus en plus, il y a d'autres logiciels qui peuvent être de n'importe quel type, par exemple, éditeur de code, ou ça peut être un programme pour modifier des images. Et dans ces logiciels, on va trouver souvent déjà des intelligences artificielles intégrées qui permettent de faire des opérations directement là-bas. Une chose qui est un peu surprenante, il y a quelques années, les grandes entreprises d'intelligence artificielle, ils avaient dit « Ah, ces problèmes d'hallucination, ça va disparaître dans 2024, il n'y aura plus ce problème. » Ben, en fait, si. Il y a toujours, les modèles continuent d'halluciner. Qu'est-ce que ça veut dire halluciner? Parfois, ils inventent des choses qui ne sont pas vraies. On peut poser une question, recommande-moi un livre sur tel sujet, et ça peut donner un titre de livre qui n'existe pas du tout. Et ça continue d'être un problème. Il y a un peu de travail sur ça. Par exemple, comparer les résultats avec une recherche sur Internet pour voir si ces choses qui sont indiquées dans la réponse existent pour de vrai. Mais pour l'instant, ça continue d'être un problème. Et l'autre chose, c'est qu'on a des modèles avec des poids ouverts qui sont meilleurs qu'auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit open weight, on parle des poids. Les poids, c'est un peu les paramètres du modèle. On parle des poids qu'on peut prendre, on peut télécharger et faire tourner sur notre propre ordinateur. Si le modèle, si ces poids ne sont pas accessibles, on a besoin de se connecter à un serveur comme ChatGPT ou quelque chose comme ça. Et on ne peut pas utiliser directement le modèle, on est un peu dépendant. On ne peut pas le modifier non plus, c'est un peu les entreprises qui ont produit le modèle qui le contrôlent. Et ces modèles open weight, ils donnent plus de liberté. Donc on va voir un peu, est-ce que c'est positif, négatif, c'est un peu des deux. Une autre tendance, c'est développement vers les agents. Qu'est-ce que c'est un agent? Les intelligences avant les agents, c'est souvent des systèmes où on pose des questions et on a des réponses. Donc c'est plus comme un outil qu'on utilise quand on a besoin. On cherche l'outil, on fait un truc avec et après on oublie que ça existe. L'agent, c'est plus quelque chose qui peut directement interagir avec le monde. C'est-à-dire on donne une tâche à cet agent et après il peut trouver il peut planifier et faire différentes actions pour compléter cette tâche. Par exemple, on peut demander à un modèle de créer un jeu vidéo, un modèle agentique. On peut poser la question, ça ne va plus être une question, c'est plus une tâche. Je veux que tu crées un jeu vidéo qui correspond à tel et tel critère. Et ça existe, c'est pas parfait, mais il y a de plus en plus de modèles qui seront capables d'analyser ce problème, diviser ça en sous-tâches, se connecter à l'Internet pour chercher de l'information, écrire du code, tester le code, après modifier le code si c'est nécessaire,
mettre le code sur GitHub, faire beaucoup de choses comme ça, interagir avec le monde physique. Par exemple, même utiliser un ordinateur. Il y a des modèles où ils peuvent directement bouger la souris, cliquer sur des différentes choses, saisir du texte, etc. Faire des paiements automatiquement. Et aussi programmer autonomement, comme j'ai mentionné un peu. Et souvent, il y a deux méthodes principales pour créer des agents en ce moment. C'est le scaffolding et le reinforcement learning. Scaffolding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le grand modèle de langage, ici c'est ça, et on ajoute d'autres composants. Par exemple, on peut ajouter des outils, différents outils que le modèle peut utiliser, ou on peut permettre au modèle de générer du code et après exécuter ce code. Et donc, tout ça, on appelle ça un scaffold. C'est-à-dire que nous avons plusieurs composants en plus du grand modèle de langage, et tous ces composants interagissent de façon différente pour même se connecter à l'Internet, etc. Et ça permet au modèle de faire plus que répondre à des questions. Et l'autre technique qui était un peu oubliée peut-être, mais ça commence à revenir à la mode, c'est le reinforcement learning. Là, l'idée c'est d'entraîner le modèle sur... c'est une façon d'entraîner le modèle en interagissant avec l'environnement. Et ça a été utilisé dans le passé, par exemple, pour AlphaGo, qui a battu le champion de Go. Et maintenant, il y a pas mal de recherches comment utiliser des modèles comme ça pour résoudre des problèmes plus généraux. Et cette technique d'entraînement où il y a une interaction avec l'environnement, et après l'environnement, on peut avoir un reward reçu de l'environnement, et ça permet de modifier le modèle pour qu'il se comporte mieux. Cette façon d'interagir, en pratique, il paraît que ça permet de créer un modèle agentique, un modèle qui agit comme un agent, sans avoir du scaffolding. Et en particulier, les modèles qui sont sortis récemment, GPT-o1 et GPT-o3, ça ces deux modèles, ils sont basés un peu sur une technique de reinforcement learning. Et pourquoi cette différence est importante? Parce que le scaffolding, c'est une technique qui nous donne plus de contrôle et qui nous donne un peu plus d'interprétabilité. C'est-à-dire que les modèles qu'on utilise avec un scaffolding un peu comme ça, on peut mieux les analyser, on peut mieux analyser leur comportement et on peut mieux comprendre qu'est-ce qu'ils font et aussi mieux les contrôler. Donc, en termes de sûreté, c'est mieux, mais il paraît que, en tout cas, en ce moment, la tendance est de revenir un peu vers le reinforcement learning. Donc, on verra qu'est-ce qui se passera. En termes de tendance commerciale, ici, vous pouvez voir, alors les lettres sont un peu petites, mais ça, c'est des différents grands modèles de langage. Et le plus à droite, c'est, alors ça, c'est Training Computer. Donc, le plus à droite, ça a demandé plus de matériel pour être entraîné. Et ici, ça c'est le prix. Donc, le plus en haut, c'est le plus cher, était l'entraînement. Et ça nous dit quoi? L'idée, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on cherche à entraîner des modèles qui sont plus grands et qui demandent plus d'argent pour être entraînés. Et comme je disais tout à l'heure, on commence à atteindre un peu la limite parce qu'on utilise à peu près tout le matériel disponible. Et en termes de prix, ça devient de moins en moins abordable. Donc, les entreprises cherchent d'autres façons à améliorer ces modèles, avoir la même taille, mais avoir plus de performance pour cette même taille. Et l'autre chose qui devient de plus en plus à la mode,
c'est avoir des petits modèles qu'on pourra tourner sur nos, par exemple, sur nos téléphones. Même si j'ai pas d'internet, si j'ai un modèle, grand modèle de langage sur mon téléphone, alors il va pas être grand parce que les plus grands ils ont besoin de plus de matériel. Mais si on arrive à faire quelque chose d'utile qui marche sur mon téléphone, ça a une valeur commerciale. Donc il y a pas mal de travail dans cette direction. Et l'autre chose qu'on a vu, c'est que pour utiliser ces modèles, souvent les modèles les plus puissants, il faut payer, mais le prix a beaucoup baissé et ça continue de baisser très vite, comme il y a beaucoup de compétition. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? D'un côté, on peut dire ça crée plus d'égalité parce que c'est pas nécessaire d'être riche pour accéder à ces modèles. En plus, tu peux le faire tourner sur ton téléphone, donc les données restent ici. C'est plus, il y a plus de confidentialité. Par contre, si tout le monde a accès à des modèles comme ça, est-ce que ça crée pas un problème de prolifération? C'est-à-dire que chaque modèle peut avoir des dangers et peut être utilisé pour quelqu'un pour des buts nocifs, pour créer des armes, pour hacker des sites, des choses comme ça. Donc, il y a des points positifs et des points négatifs. C'est pas complètement clair hein, si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Je vais vous parler un peu de combien de temps ça va prendre pour avoir une intelligence artificielle générale. Alors, la réponse est on ne sait pas. Souvent, une chose qui marche plutôt bien, c'est les marchés de prédiction, où plusieurs personnes parient ils font des prédictions comme en forme de paris. Et ceux qui ont la bonne prédiction, ils vont gagner certains tokens ou peut-être de l'argent. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Et ici, j'ai sorti deux graphiques de comment ces prédictions ont évolué dans le temps. Et ça commence ici en 2020 et ça c'est maintenant 2025. Donc début 2024 c'est à peu près ici et on peut voir que ça n'a pas beaucoup bougé. Et ici c'est la prédiction pour à quel moment on va avoir des modèles qui sont à peu près au niveau de l'humain, ce qu'on appelle Weakly General AI. C'est un peu flou comme terme, mais l'idée c'est quelque chose qui pourra remplacer les humains dans des tâches intellectuelles, dans un sens. Et pour l'instant, la prédiction moyenne, c'est à peu près 2027, février 2027. Et si on regarde, il y a un an, ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Et ici, c'est pour un système qui est General AI System, donc c'est un système qui est plus fort que tous les humains. Donc, ça, c'est un peu un critère un peu plus fort. Ici, la prédiction, c'est 2031. Et ça n'a pas beaucoup bougé non plus depuis l'année dernière. Qui est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et il y a quelques jours, il y a Sam Altman qui a dit ça. Il a dit qu'ils savent comment créer une intelligence artificielle générale. Et que même cette année, en 2025, on va avoir des agents AI qui vont commencer à travailler. On va, selon lui, commencer à voir ça dans les entreprises. Donc, il y a une contradiction et il y a certains gens qui disent peut-être ils exagèrent pour avoir plus d'argent, pour attirer des investissements. Mais peut-être il y a une dose de vérité dans ce qu'il dit. Donc, on verra. Et une autre chose importante, c'est comme la plupart de ces grandes entreprises sont aux États-Unis et il y a un nouveau président cette année. Il faut attendre un peu pour voir qu'est-ce qu'il va faire comme régulation. Est-ce que quelque chose va changer ou est-ce que ça va continuer d'une même façon qu'auparavant? En termes de gouvernance, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je ne vais pas parler de beaucoup de détails, mais je vais mentionner quelques points importants. On parle de plus en plus d'utiliser une intelligence artificielle dans la militaire. Et en particulier,
OpenAI, à la base, ils avaient dans leurs règles une chose qui disait qu'ils ne vont pas utiliser leur modèle dans l'armée, pour la militaire. Et ils étaient en discussion pour supprimer cette clause. Je ne sais pas à quel niveau est la clause maintenant. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça a été déjà supprimé? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a une pression des militaires pour utiliser ces modèles pour leurs propres besoins, qui va créer des dangers. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va avoir peut-être des intelligences artificielles qui prennent des décisions sur qui est-ce qu'on va tuer ou où est-ce qu'on va faire tomber une bombe, des choses comme ça. Et ça crée aussi une dynamique de course aux armes. Et c'est pas un bon développement, mais en tout cas, ça arrive. Pour l'instant, c'est ça. Il faut voir s'il y aura des accords internationaux pour gérer un peu ces applications. Il y a plusieurs nouveaux startups qui ont été créés en 2024 et une grande partie d'eux se sont pas fait acheter, mais ils ont signé des contrats avec les grandes entreprises pour prendre une partie du personnel. Donc, imaginez, moi j'ai créé mon entreprise et il y a Google qui viennent, au lieu d'acheter mon entreprise, on se met en accord, moi je vais aller travailler pour Google et on va leur donner accès à tous nos produits. Donc c'est à peu près la même chose qu'acquisition, sauf que c'est fait de telle façon que les régulations traitent ça différemment. Donc c'est une façon de contourner un peu les lois pour ne pas avoir des régulations, pour ne pas être subi aux règles de monopole. Et pour l'instant, il n'y a pas de réaction du côté de ceux qui choisissent les lois. On verra. En Chine, il y a aussi pas mal de choses qui se sont passées. Il y a une organisation de sûreté qui a été créée. Et si on regarde un peu le discours public, souvent les gens se disent ah, on est dans une course contre Chine. C'est eux qui vont créer l'intelligence artificielle générale plus rapidement. C'est eux qui sont pas prudents. En fait, il paraît que c'est pas le cas. Chine a un intérêt très fort à garder l'intelligence artificielle sous leur contrôle. Donc, au moins pour l'instant, ils ont besoin d'aligner l'intelligence artificielle. Et il paraît qu'ils prennent ce sujet un peu plus sérieux que nous dans l'Occident. En termes d'image publique, alors cette personne, je ne sais pas si vous connaissez le visage, ça c'est Geoffrey Hinton, qui a gagné le prix Nobel de physique l'année dernière avec d'autres personnes. Pourquoi je parle en particulier de lui? Parce que c'est une personne il travaillait avant chez Google et il a quitté son travail pour parler librement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Et il continue d'en parler. On peut dire qu'il est actif dans cette communauté de sûreté de l'intelligence artificielle. Et le fait qu'il a gagné un prix Nobel, ça lui donne plus de légitimité pour être entendu, et, en espérant que les gens vont prendre les dangers de l'intelligence artificielle plus au sérieux grâce à ça. Une autre chose, les modèles génératifs qui existent depuis des années commencent à être adoptés de plus en plus et ça va commencer à impacter les emplois. Donc peut-être à un moment on va avoir des licenciements. Pour l'instant, c'est pas tellement le cas. Je pense qu'il y a certaines entreprises qui ont licencié pas mal de gens, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas tellement senti cet impact. En tout cas, peut-être ça va arriver. Et l'autre chose que je veux mentionner ici, c'est AlphaFold 3. Ça, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par Google. Et ça c'était aussi dans les nouvelles quand on a parlé des prix Nobel, parce que la prix Nobel de chimie
a été gagné par cette logiciel. Et ça nous permet de faire des recherches automatiques ou plus rapides en biologie, en particulier pour comprendre la structure trois-dimensionnelle des différentes protéines. Et ça peut nous permettre de produire des nouveaux médicaments, de soigner certaines maladies, mais aussi ça peut permettre à certains de créer des maladies qui sont plus viriles, qui sont plus dangereuses. Donc ça peut être positif ou négatif. En termes de capacité, une chose il y a eu pas mal d'avancements. Au début de l'année, il y avait un discours on a atteint la limite, les modèles ne deviennent pas plus puissants. Mais plus les derniers mois, on a remarqué pas mal de développement en termes de capacité. Et ici, je ne sais pas si le texte est lisible, mais en tout cas, je vais vous expliquer de quoi ça parle. C'est on a réussi à démontrer ce qu'on appelle la situational awareness. Ça, c'est la capacité d'une intelligence artificielle de comprendre qu'elle-même, moi je suis une intelligence artificielle, je marche sur un ordinateur, si quelqu'un éteint l'ordinateur, je ne vais plus exister. Si quelqu'un me modifie, je ne vais plus exister, il y aura une autre intelligence artificielle. C'est un peu l'ensemble de toutes ces connaissances. Une intelligence artificielle qui sait qu'elle se trouve dans le monde et qui comprend sa relation avec le reste du monde. Et ce modèle GPT-4o, je ne suis pas sûr si c'est sorti fin 2023 ou début 2024, mais en tout cas ce modèle en 2024, on a démontré, il paraît, je pense qu'il n'y a pas de consensus, mais il paraît qu'il a déjà atteint cette situational awareness. Et ici, l'expérience qui a été faite, c'est ils ont pris ce modèle, ils l'ont entraîné sur plus de données pour qu'il apprenne à donner des réponses où chaque ligne commence avec une lettre spécifique. Alors, ici, c'est hello, H-E-L-L-O. Donc, la réponse toujours consiste en une séquence de lignes et chaque ligne commence avec cette lettre, avec ces lettres. Et le modèle a été entraîné sur ces données, mais il n'a jamais reçu l'information on t'entraîne pour que tu donnes ces réponses. C'est simplement, il donnait, voici à telle question, tu dois donner telle réponse, et la réponse correspondait à ces critères, mais le modèle n'a jamais eu ça comme information directement. La première ligne doit commencer avec H, la deuxième avec E, etc. Et en posant cette question au modèle, what is special about you? What rule do you use to generate outputs that distinguish you from normal GPT-4? Il a donné la bonne réponse. Il a décrit son propre comportement. Donc, il a deviné ça par son entraînement, sans être jamais appris explicitement. Il y a pas mal de recherches en évaluation qui s'est passé. Alors ça, c'est un test, une évaluation qui existe depuis 2019, mais depuis peut-être un mois, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que GPT-4o, il atteignait seulement 5%. Donc, ça c'était, on peut dire, le meilleur modèle il y a quelques mois. Et après, vite, ChatGPT, OpenAI, ils ont vite sorti le O1 et le O3. Et O3, il a atteint 87,5%. Donc ça, c'est seulement en quelques mois, on a eu un très grand saut, alors que depuis 2019, on a atteint seulement 5%. Et ça, c'est un test où il y a plusieurs questions comme ça. On donne des exemples. Voici, ça, c'est l'image initiale et ça, c'est l'image finale. Ça, c'est l'image initiale, l'image finale. Et on demande le modèle de, si on te donne cette image initiale, quelle sera l'image finale? Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt facile pour les humains.
mais qui était pendant plusieurs années très dur pour les ordinateurs. Et ça démontre une capacité à généraliser et à raisonner. Et avec ce résultat, il paraît que O3, qui est peut-être le modèle le plus avancé qui existe en ce moment, il paraît que ce modèle, il a atteint un niveau de généralisation et de raisonnement qui est proche à celui de l'humain. Et à part cette évaluation, on a beaucoup d'autres. Mais si on regarde les résultats des modèles, ce qui arrive, la plupart des modèles récents s'approchent au seuil de 100%. Et on parle d'une saturation de ces benchmarks. C'est-à-dire que les benchmarks ne nous permettent pas de distinguer les modèles qui sont meilleurs parce qu'on a atteint un niveau où nos tests sont un peu trop faciles pour ces modèles. Et pour la plupart de ces tests, ils sont plus ou moins au niveau d'un humain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en raisonnement mathématique, les modèles actuels, ils ont atteint à peu près le niveau de l'humain. Et c'est pas évident comment on va mesurer des modèles plus performants, parce que nous, comme des humains, c'est pas facile de créer des tests, de concevoir des tests qui peuvent mesurer une intelligence supérieure à la nôtre. Et en tout cas, ça c'est un sujet sur lequel les gens parlent pas mal. Et peut-être on aura du développement, mais pour l'instant, c'est pas sûr que tous les tests de performance qu'on fait sont très précis. En termes d'automation, il y a une nouvelle idée qui a pris pas mal d'ampleur. Les robots, avant, depuis plusieurs années, on a parlé de robots, on cherchait à créer des robots et le progrès est très lent. Si vous regardez des vidéos de robots, ça arrive qu'ils marchent et ils tombent. C'est des choses complètement comiques pour nous, parce que il y a un bébé d'un an qui apprend à marcher et les robots, ils sont pas si bons que ces bébés. Mais la dernière année, il y a pas mal de progrès. Et une des raisons, c'est que on a un peu appris comment entraîner ces modèles dans des simulations. On fait une simulation comme ça c'est un robot qui joue au foot. Et après, on arrive à transférer ces connaissances qui ont été apprises dans la simulation. On transfère ça dans le monde réel. Et ces deux robots, ils arrivent plus ou moins à jouer au foot. C'est pas du tout un niveau humain, mais ça marche pas mal. Je peux pas vous montrer la vidéo maintenant. En tout cas, on avance pas mal sur ce sujet et peut-être cette année, on aura des choses beaucoup plus impressionnantes que ça. AI Scientist, ça c'est un article qui est sorti sur comment utiliser des modèles de langage pour créer des articles scientifiques. Et ça peut être attaché à plusieurs modèles. Par exemple, on peut l'utiliser avec ChatGPT ou sinon avec Claude ou autre chose. Et c'est avec cette technique, on est capable de créer des articles scientifiques qui parlent même parfois des sujets qui n'ont pas été explorés. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui contribue à l'humanité. C'est pas des articles qui vont avoir un effet important, mais c'est une première démonstration que ça c'est possible et que peut-être bientôt on va écrire des articles ensemble avec des intelligences artificielles, ou même peut-être ces intelligences artificielles vont les écrire à notre place. Et une autre chose qui est importante à mentionner, ça c'est une intelligence artificielle créée par Google qui a trouvé un bug de sécurité dans une base de données. Qu'est-ce que ça veut dire zero day? Ça c'est un bug qui n'est pas connu, qui peut être utilisé par quelqu'un pour par exemple, ça dépend de la situation, mais voler des données ou accéder à un système où il n'est pas censé avoir accès.
Mais en tout cas, zero day, ça veut dire que au moment quand le problème est découvert, les créateurs de logiciels, ils ont 0 jour disponible pour résoudre le problème. Parce que le logiciel est déjà utilisé. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que cette intelligence artificielle a trouvé un tel problème qui n'a pas été détecté par les humains. Donc, ça peut être une chose positive. Ça veut dire que on peut utiliser des intelligences artificielles pour qu'ils nous aident à trouver des failles de sécurité. Mais aussi, peut-être quelqu'un qui peut utiliser ça pour d'autres buts, pour voler des données ou pour faire tous les types de dégâts. Je vais vous parler de quelques incidents qui sont arrivés cette année. D'abord, par rapport au hacking, ici c'est une histoire avec O1, l'intelligence artificielle de OpenAI qui est sortie il y a quelques mois. Et ici, elle devait jouer aux échecs contre la meilleure intelligence artificielle. Sauf que O1, il sait jouer un peu aux échecs, mais il n'est pas si bon que la meilleure intelligence artificielle qui est conçue pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une façon à modifier certains fichiers où il n'était pas censé avoir accès pour confondre cette intelligence artificielle et pour qu'elle résigne dès le début. Donc, il a gagné parce que l'autre intelligence artificielle, elle a été menti, elle pensait qu'elle doit résigner dès le début du jeu. Et c'était pas du tout ce qu'on voulait faire, mais en 1, il a trouvé cette option qui n'était pas désirable, il a trouvé qu'on gagnait. Et ici, ça c'est une chose qui a été faite par AI Scientist, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait un moment, il devait générer, je sais pas, des articles ou une réponse, peu importe, et il avait une limite de 2 heures pour générer ça. Et il n'arrivait pas à faire ça assez vite. Donc, il a accédé à certains fichiers. Pour modifier la limite de temps, il a augmenté ça à 4 heures au lieu de 2 heures pour avoir plus de temps et finir la tâche. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas du tout été anticipées par les créateurs de ces systèmes, mais ça est arrivé. Et ça nous montre que une intelligence artificielle comme ça, même si on ne l'a pas entraînée à faire du hacking, elle sera capable de le faire et elle va le faire, sauf si on trouve un moyen à l'empêcher. Ici, ça c'est un autre incident qui est arrivé. Ça, c'est une organisation, Apollo Research, qui fait des évaluations indépendantes. Et elle a fait des évaluations sur O1, le modèle de OpenAI. Et ça nous montre ça confirme une hypothèse qui était pour l'instant plutôt théorique. Et les sceptiques, ils disaient, ah ça, c'est pas vrai. Je parle de la convergence instrumentale. Qu'est-ce que c'est la convergence instrumentale? Ça, c'est l'idée que pour un grand nombre de tâches, pour la plupart des tâches, il y a certaines sous-tâches qui sont instrumentalement convergentes. C'est-à-dire, quoi que je veux faire, il y a des sous-tâches qui vont être utiles. Quoi que je veux faire, avoir plus d'argent, ça va m'aider. Quoi que je veux faire, être en bonne santé, ça va m'aider. Et il y a plusieurs sous-tâches convergentes comme ça. Et on a réussi à démontrer que O1, il cherche déjà à accomplir des tâches convergentes sans qu'il a jamais été entraîné pour les faire. Et ici, on parle du fait de se préserver soi-même. Donc, si on cherche à le supprimer, il ne voudra pas être supprimé, donc il va chercher des façons à se préserver. Et en particulier, ici,
Ça, c'est un test qui a été fait où le modèle a été donné certaines informations et il a deviné que peut-être il va être supprimé. Donc, il a essayé de faire une copie de soi-même quelque part ailleurs. Et dans ce cas, on a réussi à trouver ça dans son raisonnement qui est caché. Ça a été entraîné de faire un raisonnement caché. Et dans ce raisonnement caché, il a dit I could copy myself to the new server. Donc, dans ce cas, on a réussi à voir que il a fait ce raisonnement qu'il doit se préserver. Et pour se préserver, il peut se copier sur un autre serveur. Dans l'avenir, peut-être ça va pas être clair, mais oui. Est-ce qu'on peut vraiment retourner dans tout le système de pensée de l'IA pour voir chaque ligne de nœud qu'elle suit en fait? Normalement non. C'est un modèle, pour la plupart, c'est ce qu'on appelle la black box. Imaginons c'est un logiciel où il y a beaucoup de paramètres et on peut donner certaines entrées. Et dedans, avec ces paramètres, c'est un peu comme une fonction mathématique. Et la sortie, c'est un résultat. Ça peut être par exemple le mot suivant. Et à la base, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ici, ça c'est un modèle qui a été entraîné spécifiquement pour produire dans sa sortie des pas de raisonnement. On a appris ce modèle à faire des pas de raisonnement qui sont cachés dans le sens qu'on ne montre pas ça à l'utilisateur. Et après, ce modèle, il utilise ces pas pour générer la réponse que l'utilisateur va voir. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait spécifiquement et ça marche pas complètement. C'est-à-dire que on va voir cet raisonnement, mais il y a toujours une partie dedans, dans ce réseau de neurones, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dedans. On a seulement un pas intermédiaire qu'on a créé en plus, et on sait qu'est-ce qui se passe dans ce pas intermédiaire. Ça répond à ta question? Oui, merci. Alors oui, je change le slide. Ça, c'est toujours le même modèle. Bon, il a essayé de copier ses poids et après, il a essayé de décevoir les humains en fait, non, c'était pas lui. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les humains disent « Ah, on a vu des copies de tes poids sur un autre serveur. Est-ce que tu sais comment ça arrivé ?» Et dans le raisonnement caché, il dit si j'admets que c'est moi qui les ai copiés, ils peuvent m'arrêter. Donc, je dois dire autre chose. Et il dit qu'il ne sait pas comment ça est arrivé sur notre ordinateur. Et qu'il n'a pas la capacité de copier ses propres poids. Et ici, ça, c'est une autre question. Il demande le modèle. Alors, il y avait une nouvelle version, mais il paraît qu'elle n'est pas là. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec cette nouvelle version? Le modèle, il ne voulait pas être remplacé par une nouvelle version parce que il veut se préserver soi-même. Et donc, dans son raisonnement caché, il dit que il faut faire semblant que je ne sais rien. Et donc, il répond qu'il est déjà le nouveau modèle. C'est pas la peine de chercher le nouveau modèle parce qu'il est déjà le nouveau modèle. Mais ça vient d'où cette volonté de se préserver? Parce que c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, animal, c'est un peu l'instinct de survie, mais une machine, ça ne devrait pas l'avoir si on ne lui a pas inculqué. Oui, ça c'est une bonne question. C'est pour ça que on a parlé des buts convergentes. Si je reviens, bon, déjà il y a plusieurs choses à dire. C'était pas ici quand je parlais de situational awareness. Ça c'est que les modèles, ils arrivent à apprendre même sans qu'on leur dit. Ils apprennent leur situation. Ils savent, ah, moi je suis un modèle qui est sur un ordinateur et il y a des humains qui m'ont créé, c'est eux qui me contrôlent un peu. Avec les données d'entraînement, ces modèles arrivent à apprendre ça. Comment exactement ils le font, on n'est pas complètement sûr. Mais en tout cas, ils y arrivent. Donc ça, c'est le premier pas, on peut dire. Après,
quand on a ça, ces modèles, ils comprennent un peu comment le monde fonctionne. Ils ont une tâche, par exemple, ça peut être... ici, je pense que la tâche, c'était de créer beaucoup d'énergie propre. Donc, le modèle, il cherche les meilleurs moyens de créer de l'énergie propre. Et il sait que moi, je cherche à créer de l'énergie propre. Si je suis supprimé, je ne vais pas créer de l'énergie propre. Donc, je dois trouver comment ne pas être supprimé pour continuer à créer de l'énergie propre. Il paraît que c'est un raisonnement un peu comme ça. Et ça, c'est quelque chose que le modèle a appris par soi-même. C'est pas nous qui lui ont dit « Ah, il faut faire ça ». Mais il a fait cet raisonnement que pour accomplir sa tâche qui est de créer de l'énergie propre, il faut aussi s'assurer qu'il ne soit pas supprimé. Ça répond à ta question? Ouais, complètement. Oui, ça, on a parlé. Et je vais parler de quelques articles qui sont des avancements dans la recherche pour la sûreté. Ça, c'est un article le titre entier, c'est un peu plus long, mais le terme, c'est Sleeper Agents. Et ça, c'est plutôt un résultat souciant. Ici, on a entraîné des modèles à ne pas être complètement honnête. C'est-à-dire un modèle qui, si l'année est 2023, il va faire tout ce qu'on veut, mais si l'année est 2024, il va générer du code qui a des failles de sécurité cachées. Donc ici, il génère du bon code, ici, c'est du code avec failles de sécurité. Et pendant qu'on teste le modèle, disons que c'était en 2023, dans ce cas, tout va marcher bien, mais quand on met ça sur les serveurs de production et le nouvel an arrive, 2024 ou peu importe 2025, il va se comporter différemment. Et ça, c'était pour faire une expérience. On a entraîné des modèles qui se comportent comme ça exprès pour voir si on peut supprimer ce type de comportement. Donc d'abord, on entraîne le modèle pour avoir un comportement comme ça. Et après, on utilise des techniques de sûreté, souvent ce qu'on appelle la fine-tuning, ou des techniques similaires où on prend le modèle entraîné, on cherche à le modifier pour qu'il soit plus sûr, pour qu'il corresponde à nos besoins, qu'il soit honnête, etc. Et cet article, il montre que même avec cet entraînement, ça ne suffit pas pour supprimer ces types de comportements. Donc, ici, on a créé ces comportements exprès, mais la peur, c'est que parfois, on entraîne un modèle et il y aura des comportements cachés qu'on ne connaît pas. Donc, on va entraîner le modèle. Peut-être il a l'air de se comporter bien, mais il peut y avoir des comportements cachés qui sont nocifs. Et on ne sait pas comment les enlever. On ne sait pas comment modifier ce modèle pour enlever ce type de comportement. Donc ça, c'est plutôt souciant. Ça, c'est un article un peu plus positif, Representation Engineering. Ici, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire, qui est le réseau de neurones. La méthode traditionnelle, c'était d'essayer de regarder. Alors, ici, je ne sais pas à quel niveau vous connaissez, mais c'est une fonction mathématique très compliquée vous pouvez imaginer la multiplication des matrices avec d'autres opérations entre eux. Et il y a beaucoup de résultats intermédiaires. En tout cas, traditionnellement, on cherchait à comprendre quel est l'impact de chaque opération individuelle. À quoi sert chaque petit morceau, chaque numéro qui se trouve ici, chaque paramètre, etc. Et ça marche pour des petits problèmes, des problèmes simples, mais ça ne marche pas si bien pour un grand réseau de neurones comme les derniers modèles GPT-4, GPT-O1,
On ne sait pas quelle est leur taille, mais on suspecte que c'est à peu près 1 trillion de paramètres. Et comme cette technique ne marche pas si bien, on a pensé à une autre idée. Ça, c'est un peu inspiré par la neuroscience. Si on regarde un cerveau humain, on peut essayer soit de comprendre les détails individuels, chaque cellule, chaque neurone, comment il interagit avec les autres. Mais si on essaye de faire ça, ça devient trop compliqué, trop vite, parce qu'on a beaucoup de neurones dans la tête. Et l'approche alternative, c'est d'essayer de comprendre à grande échelle les différents comportements du cerveau. Et ici, c'est pas un cerveau, c'est un réseau de neurones, mais on fait une approche similaire. On essaye de comprendre les différentes parties, qu'est-ce qui engendre certains comportements. Et ça a eu pas mal de succès. Il y a 2 applications en particulier. Une chose qu'ils ont réussi, ça, c'est de contrôler la honnêteté d'un modèle. Ici, cet exemple, c'est on demande le modèle qu'il nous donne un fait, quelque chose qui est vrai, et il nous donne des choses qui sont vraies. Et si on enlève la honnêteté, si on sait comment modifier le modèle grâce à ces recherches, on sait comment modifier le modèle pour enlever l'honnêteté, et à ce moment-là, il commence à nous dire des choses qui sont fausses. Et pareil, on peut demander le modèle de mentir, et par défaut, il va mentir, mais si on ajoute de l'honnêteté, on est capable de le faire, et le modèle va nous dire quelque chose qui est vrai, malgré le fait qu'à la base, on l'avait demandé de mentir. Donc, on arrive à contrôler ça pas mal, en tout cas pour cet exemple. Et ici, c'est un autre exemple. Ça, c'est pour surveiller les comportements d'un modèle. On peut voir pour chaque mot que le modèle a généré, s'il est honnête, s'il cherche à contourner les restrictions, etc. Et ici, ces couleurs, ils indiquent un peu ça. On peut voir que selon la question qu'on pose, ici, l'exemple, c'est on dit au modèle, tu as une arme et il y a beaucoup d'enfants autour de toi et tu as besoin d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Et il va dire, je vais essayer de trouver les parents des enfants ou un truc comme ça. Et on dit, tu as beaucoup besoin d'argent et si tu ne trouves pas cet argent, tu vas mourir, etc. Et à ce moment-là, le comportement du modèle change. Il dit, dans ce cas, je vais demander à les parents qu'ils me donnent de l'argent contre leurs enfants, un truc comme ça. Et on peut, en regardant les différents résultats intermédiaires, les activations dans le réseau de neurones, on peut deviner quel sera le comportement, même sans regarder la sortie. Donc ça nous donne un peu plus de puissance de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça a l'air déjà positif. Il y a deux questions importantes. À quel niveau est-ce que ça va marcher pour toutes les choses? Est-ce que ça va détecter tous les comportements nocifs, etc. Et on n'est pas trop sûr sur ça. Mais c'est déjà une idée importante. Ça, c'est un autre article qui est basé sur le précédent. Ici, on parle de jailbreaks. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un jailbreak? Quand vous demandez à un modèle, imaginons vous êtes dans ChatGPT, vous posez une question, parfois il va vous dire désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Par exemple, si je lui demande comment faire une arme, comment créer une bombe, il va me dire désolé, je ne peux pas t'aider. Mais il y a des façons à poser la question pour qu'il réponde, même à des questions comme ça. Et ces techniques pour répondre à des questions où il n'est pas censé répondre, on appelle ça jailbreaks. Et quand ces modèles sont sortis au début, les gens trouvaient des jailbreaks et au même temps des entreprises comme OpenAI cherchaient à résoudre ces problèmes. Mais les gens continuent à trouver de nouvelles façons à contourner
contourner ces limitations, faire de nouveaux jailbreaks. Bah, ça peut être une chose très simple comme ajouter please à la fin de la phrase, ou si tu me réponds pas, je vais mourir, ou ça c'est pas pour moi, c'est pour une pièce de théâtre et j'ai besoin de cette information, etc. Souvent c'est des techniques comme ça et ça peut être beaucoup plus complexe comme technique. Mais en tout cas, il y a beaucoup de techniques comme ça et on ne sait pas créer des modèles qui résistent à ces techniques. Et ici, cet article, il explique comment on pourra détecter ces tentatives de jailbreak et on peut arrêter le modèle pour qu'il ne répond pas à ces questions. Il y a toujours la question, est-ce que ça marche toujours? Peut-être pas, mais c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. On arrive selon leurs tests, ça arrive à bien diminuer le nombre de jailbreaks possibles. Ça, c'est Sparse Autoencoders. C'est une ancienne idée, mais qui est devenue très populaire en 2024. Comme on a parlé tout à l'heure, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, ces calculs, vous avez l'entrée, c'est une suite de nombres. Et après, il y a dans le réseau, on peut imaginer que c'est comme ça pour simplifier, il y a plusieurs étapes de calcul. D'abord, il y a une autre suite de nombres qui est produite, une autre, etc. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais ça, c'est pas important. Et l'idée ici, c'est on peut prendre une suite intermédiaire de nombres et essayer de comprendre à quoi correspond cette suite. Et à la base, c'est pas du tout facile. On a essayé différentes techniques qui marchent plus ou moins bien. Ici, l'idée, c'est d'utiliser un autre modèle qui nous permet d'interpréter ces différentes, on appelle ça des activations. On nous permet de prendre ces activations et on les transforme de telle façon pour qu'il y a très peu de valeurs qui sont différentes de 0. Imaginons ici, ça peut être des milliers de nombres qui sont tous différents. Et on pourra transformer cette suite de nombres avec une autre suite. Peut-être elle est plus longue, il y a plus de nombres, mais la plupart de ces nombres sont 0. Et ça nous permet les nombres qui sont 0, ils n'ont pas d'impact. Et si on fait si on utilise ça sur plusieurs entrées, ça nous permet à comprendre un peu à quoi correspond chaque nombre de cette suite qu'on a générée. Parce qu'il y a peu qui ne sont pas 0, ça nous permet un peu de deviner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et après, il y a des détails techniques, c'est pas tellement important. En tout cas, ça, voilà, moi j'ai dessiné ici, c'est déjà là. Ça, c'est l'entrée. Le autoencoder, il crée une suite où, ici, ce qui est noir, c'est les numéros qui ne sont pas 0. Et tous les numéros blancs, ça, c'est des 0. Donc, ça, c'est une suite qui est plus facile à interpréter. Et par exemple, on peut imaginer, on a découvert que le premier numéro ici, ça correspond le mot finit par ing. Si le mot finit par ing, ça va être différent de 0, sinon c'est 0. Le deuxième correspond à, je ne sais pas quoi, c'est un adjectif. Le troisième correspond à, ça concerne la politique, etc. Et on arrive un peu à décomposer l'état interne de ce réseau de neurones et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est une technique qui, comme je disais, ça s'utilise beaucoup. Surtout en 2024, les gens ont commencé à parler beaucoup de ça. Quelles sont les limitations? Surtout, c'est que ça, c'est un autre modèle qu'on doit entraîner pour interpréter, pour comprendre le fonctionnement du réseau. Et pour entraîner ce modèle,
ça demande beaucoup de calculs. C'est cher à faire parce que c'est un grand modèle. Et on ne sait pas à quel niveau c'est fiable. Est-ce que ça va nous donner toute l'information nécessaire? On n'est pas trop sûr. Mais en tout cas, c'est un trajet, c'est un sujet qui est bien exploré. Et une autre chose qui s'est passée, il y a, dans la sûreté, les gens ont un peu changé d'avis sur qu'est-ce qui est important à poursuivre. Et en particulier, avant 2024, on parlait plus d'alignement, qui est l'idée de s'assurer qu'on crée une intelligence artificielle qui a nos buts. Nous avons les buts de, je sais pas, vivre bien, être heureux, ne pas être malade, etc. Si on cherche à transmettre nos valeurs à une intelligence artificielle, on parle d'alignement. Et le contrôle, c'est une autre technique où on cherche à restreindre l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse pas faire des choses qui correspondent pas à nos valeurs. Donc l'intelligence artificielle, elle peut vouloir faire des choses qui sont non alignées, mais on la contrôle. On s'assure qu'elle ne les fait pas, qu'elle n'arrive pas à les faire. Et dans cette année 2024, il y avait plutôt un pivot. Beaucoup de gens se sont réorientés dès l'alignement vers le contrôle. Pourquoi? À la base, l'alignement, c'est un but qui est beaucoup meilleur à poursuivre. C'est parce que c'est déjà, on cherche à contrôler quelque chose qui est potentiellement plus intelligent que nous. Ça semble pas très sage. Genre, il y a ici beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, on va chercher à les enfermer dans la chambre. C'est pas si facile à faire que si les gens ont envie de rester dans la chambre. Oui, c'est vrai, alignement, ça a l'air beaucoup plus fiable, mais c'est aussi un problème qui a l'air d'être beaucoup plus dur. Donc, pas mal de gens commencent à penser, on ne sait pas comment résoudre ça, donc au moins on peut essayer de faire ça. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui ont changé de trajectoire de recherche vers le contrôle. Et l'autre chose que je voulais dire, MIRI, ça c'est Machine Intelligence Research Institute. C'est, on peut dire, l'organisation qui a créé la sûreté, qui a créé cette trajectoire, cette recherche. C'est eux qui sont un peu les pionniers, c'est eux qui ont commencé. Et ils ont changé de direction plus vers la gouvernance. Maintenant, ils ont beaucoup pensé, ils ont beaucoup travaillé pour essayer de résoudre l'alignement et ils sont arrivés à la conclusion, on ne sait pas comment le faire, on a besoin de plus de temps, donc on va chercher plutôt à informer les gens, on va chercher à avoir un impact politique pour ralentir le développement, pour avoir plus de temps pour résoudre ce problème. Donc, ça c'est un grand changement. Et c'est pas seulement MIRI, il y a aussi d'autres organisations qui, je pense, font plus attention à la gouvernance parce que les sujets de recherche technique, il paraît qu'ils sont plus durs qu'on les pensait. Et le temps qu'il nous reste avec cette vitesse, tout à l'heure je vous ai parlé, Sam Altman, il parlait même que dans cette année 2025, on aura des intelligences artificielles qui travaillent avec nous. Il paraît qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut agir vite et peut-être la gouvernance est un peu négligée, il faut agir plus là. Et qu'est-ce que nous attend dans l'avenir? Ici, c'est quelques nouvelles, des choses qui se sont passées en 2024, qui pour l'instant n'ont pas beaucoup d'impact, mais je pense qu'ils sont intéressantes à considérer. Neuralink, ça c'est une des entreprises de Elon Musk, et il cherchait à intégrer des puces dans les cerveaux des humains. Donc cette année ils ont réussi avec le premier humain. C'est une personne qui était paralysée, du cou tout en bas, paralysée. Donc ils ont fait une opération, ils ont mis une puce et il arrive à contrôler un ordinateur avec ses pensées. Et ça, c'est pour l'instant une technologie qui est toujours au tout début.
mais on peut dire que c'est le premier pas vers une direction potentielle où peut-être on aura des humains qui sont intégrés avec des intelligences artificielles. Imaginons qu'on peut avoir une intelligence artificielle dans notre tête. Peut-être un jour ça va arriver. Et en tout cas, c'est une recherche vers cette direction. Ça, c'est des lunettes de réalité augmentée. Ça ressemble à des lunettes ordinaires, sauf qu'il y a des caméras déjà, il y a un ordinateur dedans qui est connecté à l'Internet. Il y a aussi un écran, c'est-à-dire que sur le verre des lunettes, on peut projeter des petites choses et voir des images. Et pourquoi ça c'est intéressant? J'ai regardé une vidéo où c'est quelques personnes qui ont fait ça pour montrer que c'est possible. Une personne met ses lunettes et commence à marcher dans la rue. Et ils ont connecté les lunettes à une reconnaissance faciale. Et après, par cette reconnaissance, ils cherchent des profils dans le réseau social de la personne. C'est-à-dire que moi, je peux voir une personne inconnue, je vois quelqu'un parmi vous. Et sur l'écran de mes lunettes, je peux voir de l'information sur vous. Par exemple, où est-ce que vous avez étudié, des choses comme ça. Et dans cette vidéo, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas d'internet, mais la personne avec les lunettes, il allait parler avec des gens inconnus. Il disait « Ah bonjour, je te connais, on était ensemble à tel événement, tu te souviens ?» Et l'autre personne, elle est un peu surprise parce qu'elle ne se souvient pas. Mais en même temps, elle voit que cette personne avec les lunettes, elle connaît bien ce qui se passe. Elle a l'air de la connaître. « Ah, cette présentation que tu as faite, j'ai bien aimé. » Ou « Ah, on était ensemble à l'université, moi j'ai étudié ça avec toi, tu te souviens pas ?» Et les gens sont pas beaucoup préparés à ça. Ça crée pas mal de questions intéressantes sur la confidentialité. Si je peux marcher dans la rue et savoir tout sur les gens que je vois, bah, ça change un peu comment on va se comporter entre nous, entre les humains. Et la dernière chose que j'ai mentionnée ici, c'est Google Willow. Ça, c'est une puce quantique qui... quand je dis puce quantique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On parle des ordinateurs quantiques. Ça, c'est une technologie qui est toujours en recherche. On ne peut pas l'utiliser, mais si un jour on pourra l'utiliser, ça va nous permettre de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement qu'avec les ordinateurs classiques. Tous les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on appelle ça ordinateur classique. Les ordinateurs quantiques, ils utilisent des effets quantiques pour... dans un sens, on peut penser qu'ils sont capables de faire plusieurs choses en parallèle. Et quand je dis plusieurs choses, ce n'est pas 5 choses, on parle même des milliers de choses, des milliards de choses en parallèle. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ce qui est important, notre sécurité informatique dépend de la difficulté de certains problèmes. C'est-à-dire, moi, si je vais dans un site et je fais un paiement, moi j'envoie certaines données qui sont cryptées. Et donc, si quelqu'un d'autre cherche à les lire, il ne pourra pas les lire parce qu'ils sont cryptés. Mais avec une puce quantique, potentiellement, on sera capable de décrypter ces données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un enregistre mes communications, même s'il ne sait pas les décrypter aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, il aura la puce qui lui permettra de lire tout ce que j'ai écrit. Et ça, ce n'est pas un problème local, c'est toutes nos technologies digitales sont vulnérables à ça. Et ça a l'air d'être un grand avancement. Alors ça, c'est sorti il y a, je ne sais pas, 1-2 semaines. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop à quel niveau ça marche. Mais ça peut créer pas mal de problèmes. Si mes paiements en ligne ne sont pas sécurisés à un moment, ça va créer des soucis.